Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue à vous Régine Gour-Houzen. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bon, on peut encore vous souhaiter la bienvenue puisque ça fait seulement 3 ans que vous êtes là ? Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, c'est encore tout frais. Voilà. Mais pourtant, vous avez une longue histoire avec Israël. Ce n'est pas d'hier, on va dire ça comme ça. Alors, vous êtes né en Bretagne. Tout à fait. Dans quelle région ? Dans les Côtes-d'Armor, près de la mer, entre, on va dire, Saint-Brieuc et Dinan. D'accord, voilà. Dans un petit village ? Oui. Qui s'appelait ? Oh, c'est à côté d'Erquy. Les gens qui connaissent un peu la Bretagne connaîtront. Erquy, c'est un port de pêche et aussi maintenant un port de tourisme. Ok. Alors, vous êtes donc né en Bretagne, aucun rapport avec Israël, vous n'êtes pas né dans une famille juive. Vous ne connaissiez pas Israël plus que ça, franchement. Et puis, au lycée, un jour, il y a une exposition sur la Shoah. Oui. Voilà, c'était à peu près en même temps que la guerre des 6 jours, c'est ça ? À peu près, ou c'était en même temps que la guerre des Kippour, c'était en 73 ? Voilà. Alors, en même temps que la guerre de Kippour, d'accord. Oui, j'entre en terminale. Et c'est vrai que j'écoutais les informations parce que j'adorais l'histoire, donc aussi l'actualité. Et cette exposition dans le hall de mon lycée m'a apporté quelque chose. Enfin, plus que ça, j'ai ressenti comme un choc en voyant toutes ces photos de grande taille, des mêmes photos que j'ai revues plus tard à Yad Vashem, sur la découverte des camps. Et bien entendu, tout ça a fait que j'ai eu envie de connaître plus Israël et le judaïsme. Voilà. Et ça vous a, c'est une quête qui vous a pas lâché, en fait. Voilà. C'est ça. Oui. C'est dingue. Donc, vous en avez parlé à vos parents à l'époque ? Je crois pas. Même pas. C'était Non. un truc entre vous et vous. Oui, c'était personnel. Peut-être des amis. Donc, cette amie qui est revenue d'Angleterre quelques années après, elle était au père dans une famille juive. Et elle m'a parlé de sa découverte. Parce qu'elle aussi, elle était surprise. Tout à fait. C'est une voisine, donc on avait le même passé, même enfance, même adolescence. Et elle m'a dit, franchement, je viens de découvrir une famille, fait un monde nouveau, une façon d'être. Et vous, forcément, ça vous a dit, mais moi aussi, ça m'intéresse. Oui, voilà. Elle m'a dit la cacheroute, tout ça, tu sais pas ce que c'est, non. Si on allait en Israël, on a eu une opportunité d'aller dans un kibbutz pendant un mois, parce qu'une amie à nous y avait été comme volontaire, et voilà. Donc vous êtes parti dans les années, on va dire, 80, voilà, début des années 80, en kibbutz. C'était quel kibbutz ? Kibbutz Shamir, à côté de Kiryat Shmona, dans le nord, kibbutz Shomer HaTzaïr. Alors c'était très à la mode à l'époque d'aller volontaire. Enfin, ça commençait à finir un peu. C'était entre 70 et 80, où là c'était vraiment la grande très tendance d'aller se porter volontaire pour travailler. Oui, et puis aussi découvrir le pays. Il y avait des excursions organisées. Ouais. Puis mon ami et moi, on a voulu venir ici, à Jérusalem. Je sais que le premier musée qu'on a visité, c'était le Rockefeller Museum, que j'ai revu ensuite récemment en tant qu'élève guide. Et ça m'a fait quelque chose, quoi. Mais le musée vraiment qui m'avait marqué énormément, c'est bien sûr Yad Vashem. Et à Tel Aviv, c'était le musée de la diaspora, que j'ai revu plusieurs fois. Voilà. Magnifique. Alors, est-ce que c'était un coup de cœur, ce voyage-là ? Parce que là, pour le coup, vous y étiez, ça y est, en Israël, avec des juifs partout. Alors Oui, c'est vrai que c'est un coup de cœur, mais ça m'a donné aussi envie d'approfondir, d'étudier ça. Bon, j'étais déjà étudiante, puis prof d'histoire géo, donc ma vie professionnelle me donnait le temps d'étudier. Oui, parce qu'entre 73, vous avez eu votre choc lors de l'exposition photo. Quand j'étais lycéenne. Et 80, et 7 ans qui sont passés, vous êtes devenu prof d'histoire géo. Oui, tout à fait. Votre passion de l'histoire. Oui. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, vous continuez à étudier un peu le judaïsme comme vous pouviez. Ok, alors, après cette période au kibbutz Shamir, vous retournez en France, évidemment. Bon, votre copine, elle, Israël, bon, ça y est, c'était fini pour elle. Elle avait fait le tour.
c'était sympa, mais... Voilà. Je crois qu'elle elle a visité ailleurs beaucoup d'autres pays, je suis à peu près sûre, mais on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés il y a quelques mois par le biais de Facebook, mais... Ah ben merci Facebook, voilà, c'est bien. Voilà. Mais elle est restée comme... Enfin bon, ça en était fini. Par contre, vous, ça ne vous a pas lâché. Non, pas et lâché. Vous êtes encore revenu en Israël. Plusieurs fois. Ouais, c'est fou ça. Souvent. Mais pourquoi vous y trouviez quoi? Je crois que j'y trouvais une grande liberté pour moi. C'est-à-dire que j'étais là, seule ou avec des amis, d'accord, du passage, mais j'étais l'enfant de personne, la femme de personne, et je faisais ce que je voulais. Donc, j'étais dans vous auriez pu aller aux États-Unis. C'est vrai. Mais il s'avère que je n'ai pas eu de choc avec l'histoire des États-Unis. Et que je n'ai pas eu d'amis qui reviennent des États-Unis me dire « Tiens, j'ai passé 3 mois dans une famille anglo-saxonne. » Non. Alors, est-ce que quand on a un passé comme ça, quand même différent, on vient d'une autre culture, d'une autre religion, est-ce qu'on arrive à s'identifier? Parce que pour venir avoir comme ça un sentiment de proximité, il faut un certain processus d'identification. Est-ce que ça s'est fait pour vous au cours de vos voyages? Oui. Comment? Je me rends compte maintenant en voyant les lieux, enfin les pays que j'ai aimé visiter en dehors d'Israël, je suis allée ailleurs un peu quand même. Bien sûr, oui. Qu'il y a un point commun. C'est-à-dire que je suis allée en Arménie. Okay. Bon, c'est pas non plus une destination que beaucoup de gens choisissent pour faire du tourisme. Je suis partie en Arménie avec un groupe d'Arméniens français. Je suis partie en Bosnie, 2 ans après la fin de la guerre civile, en 1997. Je suis allée au Liban aussi, à Beyrouth. Je crois que j'avais envie, comme ça, d'aller voir le monde, d'aller voir les terrains où les choses se passaient. Parce que quand j'étais gamine, je rêvais d'être journaliste. Je ne l'ai pas été. Ouais. J'ai peut-être pas osé. Ouais. J'étais prof. Voilà, c'était la sécurité, peut-être pour arranger tout le monde autour de moi. Mais un jour, j'ai dit non, quoi. Il faut que je... Donc, c'est quoi tous ces pays Ce sont des pays qui ont une tragédie en commun avec Israël? C'est quoi? C'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Oui, je crois que c'est... Israël a une singularité bien dans son sûr. histoire. Les Arméniens aussi. Bien sûr. La Bosnie également, quelque part. Ouais. Comment elle a vécu l'après-communisme, comment elle a vécu la guerre civile. J'ai retrouvé des choses. Il y a une tragédie bosniaque qui m'a marquée, qui m'a fait quelque chose. J'aimerais y retourner. Mm-hmm. Et puis le Liban, je voulais y aller, je voulais voir Beyrouth, j'y suis allée. Mais alors, c'était pas évident. Parce vous avez été au Rwanda aussi ou pas? Non, parce que vous n'avez pas été. Bon. Alors, en 83, vous revenez en Israël, et là, pour le coup, ça y est, vous décidez d'apprendre l'hébreu plus sérieusement. Alors, comment on fait pour apprendre l'hébreu sérieusement quand on est comme ça touriste? Vous venez carrément pour une année complète. Une année sabbatique de l'enseignement, une année, voilà. Je passe 2 mois dans un autre kibbutz qui s'appelle Dorot, qui est à côté de Sderot, d'ailleurs. Et là, je rencontre un Israélien, un enseignant, qui me dit, si tu veux nous connaître, il ne faut pas parler anglais avec nous, il faut parler hébreu. Je vais trouver un kibbutz où on peut être mitnadevet, et tout en apprenant l'hébreu. Et c'était le kibbutz Givatoz, à côté d'Afoula, à côté de Tzmet Megiddo, qui ils m'ont accepté. On était 5 non-juives sur 50 étudiants. Alors, vous avez dû apprendre l'hébreu, j'imagine. Vous avez fini en quel niveau Récemment, j'ai... Non, là, à cette époque-là, vous parliez quoi? Un premier niveau, deuxième niveau? Débrouillé, quoi, bête. Ouais, bête. Bon. Mais je parlais beaucoup anglais avec les gens du kibbutz, malgré tout. C'est normal, c'est normal. Un an, c'est court pour maîtriser une langue, c'est sûr. Alors, vous avez connu beaucoup d'Israéliens à cette époque-là. Et puis, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vous disaient d'eux-mêmes. Parce que vous alliez à la rencontre de ce peuple que vous ne connaissiez pas. Alors, certains avaient des opinions complètement différentes entre leur identité juive et leur identité israélienne. Ils vous disaient quoi? Mais par exemple, au kibbutz Givatoz, j'étais avec des enfants de gens qui avaient fait leur allié en 1948, devenus de Budapest pour la plupart d'entre eux, qui étaient complètement laïcs. On dit chilonimes, enfin voilà. Et
ces gens-là qui étaient jeunes, qui avaient la vingtaine, des garçons, des jeunes hommes me disaient moi je suis d'abord israélien et après je suis juif. Et dans ce kibbutz, il y avait une famille francophone, que je voyais souvent, des gens qui avaient fait leur alia. Alors, quand il vous disait ça, il exprimait comment? C'était quoi pour être israélien pour lui? Il était katzin, officier, il allait faire ses milouim, je sais pas, 3 fois 3 semaines, je crois, par an. C'était ça sa façon d'être israélien pour lui? Oui. Okay. Et juif. Et juif, voilà. Bien sûr. Mais jamais aucune fête, jamais de visite à Jérusalem pour aller au Kotel, jamais. Et par contre, mes amis français, israéliens également, qui venaient de Marseille, qui venaient des séfarades, qui s'étaient rencontrés en Israël et qui avaient une famille, tous les deux me disaient, nous on est d'abord juifs et ensuite israéliens. Qu'est-ce que ça vous faisait à vous d'entendre ce genre de commentaires? Vous qui avez envie d'en savoir plus, c'est pas un peu déstabilisant? Non, j'observais, j'apprenais, je trouvais ça passionnant, très intéressant. J'avais mes amies américaines aussi, auxquelles j'ai appris l'anglais, des amies californiennes, dont une s'était convertie au judaïsme. Je l'ai su tardivement, elle me l'a fait découvrir. Une certaine Sarah, qui s'appelait Marie avant, qui était dans une école catholique à Santa Barbara. Je lui ai dit, ah bon? Elle m'a dit, ben oui, tu vois, je suis convertie. Chez les libéraux. Ça vous a pas donné des idées à cette époque-là? Vous y pensiez ou pas? Alors, moi, je lui ai dit un jour, tu crois que je pourrais me convertir, Sarah? Elle m'a dit, mais non, pas une Française, tu as tellement des racines, voilà, profondes. Toi, tu peux pas. Nous, les Américains, voilà. Et puis c'est passé. On peut changer. Bon, voilà, j'ai quitté le kibbutz, j'ai quitté mes amis, mais bon, voilà, j'y ai pensé quand même. Mais vous n'avez pas quitté Israël parce que vous êtes encore revenu plus tard. Oui. En 85, donc 2 ans après, vous avez travaillé. Alors là, pour le coup, vous n'étiez plus volontaire, vous travailliez au Club Med. Oui. C'est rigolo. Pourquoi avoir choisi ça? Parce que c'était une entreprise qui me permettait de revenir en Israël et j'avais des gens de ma famille, des cousines qui y travaillaient. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok. Voilà. Et donc vous avez passé encore du temps, on va dire aller entre 85 et 88, des petits allers-retours. Ouais. Puis après vous rentrez en France. Oui, sérieuse. Il faut être sérieux. Malgré pas tout. Faire carrière, mais enfin voilà. Voilà. Sécurité de l'emploi. Bon. Et puis, vous oubliez un peu Israël ou pas? Non, jamais. Mais je suis allée ailleurs. Je suis allée dans d'autres pays. J'ai visité d'autres pays. Ok. Et vous, donc vous travaillez, vous reveniez en Israël pour les vacances. Et alors, les années 2000, je suis revenue chaque année à Jérusalem étudier l'hébreu à Ratzofim, 1 mois par an. À l'Ulpan d'été. Voilà, l'Ulpan d'été. Okay. Et là, j'ai rencontré beaucoup de juifs français, pratiquants, observants. C'était un autre Israël que je rencontrais. J'allais avec eux, par exemple, pour la rupture de jeûne de Tisha B'Av au Kotel, et j'apprenais d'autres choses. Que vous n'aviez jamais vu? Non, jamais. Ben non. Et puis un beau jour, vous rentrez en France et vous vous dites allez, je vais passer le pas. Oui, mais c'est parce que je connaissais quelqu'un. Voilà. Ça vous a dit, ça vous a aidé à passer le pas. Celui qui est maintenant mon mari est observant d'une famille juive séfarade d'Afrique du Nord et il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, mais en même temps, il ne fallait pas trop vous pousser. Hein. Non. Bon. On va dire ça comme ça. Comme ça, ouais. D'accord. Mais c'est un long processus pour vous? Pour la conversion? Ouais. Non. J'ai essayé un peu en Bretagne, c'est trop compliqué quand on habite loin de Rennes, où il y a une toute petite communauté. Alors on m'a conseillé de venir ici, en Israël, quelques mois. Et c'est comme ça que j'ai passé 8 mois au kibbutz à l'Ulpan et Natsiv. Alors aujourd'hui, vous vivez à plein temps en Israël, et ça depuis 2 ans et demi. Oui. Alors ça fait beaucoup de changements, tout ça? Non, c'est un aboutissement, quelque chose. J'ai eu cette chance de choisir finalement mon identité nouvelle. C'est une chance. Donc vous êtes convertie et vous avez fait l'Alia après? Oui. Pourquoi pas en même temps? C'était prévu qu'on fasse l'Alia, puisque je me suis convertie après. Après vous êtes mariée, vous avez fait les choses dans l'ordre, convertie, mariée, et ensuite... Et puis mon mari et moi, on s'était dit, de toute façon, on va monter en Israël, et on a eu une occasion... courant 2015,
sur le plan professionnel. Et voilà, on est arrivé en août 2015. Alors, vous avez vécu les grosses périodes de recrudescence d'actes antisémites en France. Terrible. Vous en avez vécu, vous aussi, des exemples? Enfin, vous avez été victime de manifestations antisémites? Pas personnellement, ni mon mari ni moi, mais nous avons vu chez nos voisins, même pas le même palier, mais à 2 étages de nous, nos voisins qui ont subi, non pas un acte, mais enfin, qui ont reçu des insultes antisémites, parce qu'ils avaient une mezouza près de leur porte. Nous, on a une mezouza, évidemment, mais on nous a ignorés, sans doute. Voilà. Mais oui, ça vous avait fait un choc à l'époque? Oui, ça m'a fait quelque chose. Pour vous dire quoi, il faut s'en aller? Je me suis dit, mais pourquoi dans cet immeuble si joli, si propre, si confortable du 95, pas loin d'Anguin, pourquoi ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont pas des gens de la rue qui viennent, parce que pour rentrer dans l'immeuble, il fallait vraiment le vouloir. Alors, qui sont ces gens qui nous font des sourires de façade dans notre immeuble? Voilà. Ouais, donc du coup, la confiance. Il y a quelque chose qui s'est tiré. Oui. Et puis, il y a eu des gens... je sais qu'il y a eu un homme qui a été attaqué en sortant de la synagogue une fois à Saint-Ouen. Bon, il y en a eu des tonnes. Je veux dire, on ne va pas les lister. Il y a eu beaucoup. Moi, je pensais à mon mari qui sortait de la syna le soir. Il faisait 20 minutes à pied pour rentrer à la maison. Et je sais pas, moi, j'avais peur un peu parfois. Ouais, j'imagine. Voilà. Alors, pour finir sur une note quand même un petit peu plus gaie, finalement, vous décidez de venir en Israël comme un aboutissement. Vous nous l'avez dit, vous faites votre alia en août 2015, mais ça ne vous suffit pas. Mais non, parce que vous aviez un rêve que vous n'aviez pas jusqu'alors mené à bout. C'est vrai. C'était quoi? Donc, au milieu des années 80, quand j'ai travaillé au Club Méditerranée j'ai accompagné des groupes. Et il y avait un guide forcément avec nous, un guide diplômé qui nous expliquait Israël, Jérusalem, la mer Morte, etc. Et moi, j'ai eu envie de cette profession pour moi. De devenir guide, vous vouliez devenir guide? Oui, c'était compliqué parce qu'il fallait, il fallait être israélienne. Il fallait être OK. Et ce que vous n'étiez pas à l'époque. Non. Mais là, vous vous êtes dit, maintenant que j'y suis, je vais le faire. Voilà. Et donc, je me suis renseignée. J'ai eu une place à l'école de guide à Jérusalem, à Givatram. Et j'ai étudié pendant 2 ans. Non, mais alors, il faut quand même remettre les choses en place. Parce que vous êtes arrivé, vous aviez quel âge? On peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Vous aviez quel âge quand vous êtes inscrite à l'école de guide? J'approchais de 60, puisque j'ai 61, donc il y a 2 ans. OK. Et vous avez choisi cette école. Donc, j'imagine que là-bas, les cours sont en hébreu. Oui. Vous avez suivi les cours en hébreu pendant 2 ans. Vous avez travaillé dur. Oui. vous avez bossé dur et vous avez réussi. Oui. Voilà, on vous félicite. Vous venez d'être diplômé. Oui. Ça fait quoi? Ouf. Enfin, j'ai surtout appris ce que c'était que la solidarité de groupe, parce que je me suis fait des amis. Donc, israéliens, tabarim, ou bien des gens comme moi, plus ou moins depuis longtemps en Israël. Des amis de Corée du Sud, de Finlande, d'Italie, d'Éthiopie, et puis des Tsabarim, bien sûr. Et on a appris comme ça à travailler ensemble, préparer les devoirs ensemble, préparer les contrôles ensemble. Moi qui avais été prof de l'autre côté, qui donnait des oraux à mes élèves, des écrits. Et là, je me suis retrouvée dans la peau d'une élève qui va passer son bac, quoi, avec la grande salle d'examen à Binyamin Ouma, avec ma carte d'identité devant moi. Et voilà. C'était dur, mais bon, 2 ans d'études, vous avez eu votre diplôme, bravo. Merci. Donc vous pouvez guider aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est super, vous allez le faire sûrement. J'espère. Guider en français, guider en hébreu, ça c'est moins évident, mais guider en français, oui. Donc prof d'histoire géo, c'est fini. Oui. Bon, en tout cas, j'imagine que quand vous regardez en arrière, je pose souvent cette question parce que c'est toujours intéressant d'avoir la réponse. Vous devez être fière du chemin accompli. Je suis pas bien contente. Ouais. Oui, je crois que j'ai eu cet immense privilège de choisir un chemin, une identité. Voilà. J'en avais une, j'en ai une autre aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on retranche, quelque chose qu'on ajoute.
Non, on ne retranche pas, mais c'est passionnant de vivre une identité qu'on a choisie, on a appris pour l'avoir, cette identité. Ça a changé quelque chose dans votre regard sur les gens, sur les Israéliens, sur les Juifs, sur Israël? Non. Vous vous sentiez déjà en faire partie? Je crois pas, non. Voilà. Il y a être juif et être israélien, j'ai toujours pensé que c'était tellement lié. Maintenant, vous êtes les deux. Encore plus. Maintenant, je peux dire que je suis sioniste. Vous rajoutez. Alors qu'avant, on pouvait me dire de quoi je me mêle, quand j'étais non-juive, on va dire. Encore que je connais beaucoup de non-juifs qui sont sionistes, bien très sûr, proches d'Israël. Bien sûr. On ne parle pas assez d'eux, peut-être dans les médias. Ouais, voilà. Écoutez, vous avez raison de le dire, c'est vrai. Mais on sait qu'ils existent. On les remercie. J'en profite de leur soutien. Voilà. En tout cas, bonne route à vous. Voilà, Merci. 2 ans et demi, c'est tout court. Vous venez d'arriver, c'est tout frais. Bravo pour votre diplôme. Et on espère que vous guiderez plein de groupes. Voilà, et que vous communiquerez à tous ces gens que vous allez guider sur les routes d'Israël. Et bien, votre amour de ce pays que vous avez fait vôtre depuis peu. C'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Toda rabba. À Merci. bientôt. Bye bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.